L'invité de ce journal, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy, spécialiste des relations internationales. L'occasion d'évoquer avec vous, professeur, la situation en Ukraine. On se rend compte que ce conflit avec la Russie passionne en Afrique. Professeur, en quoi est-ce que l'Afrique est concernée par ce conflit? L'Afrique est concernée par ce conflit tout simplement parce que l'Afrique est un acteur de plus en plus central de la marche du monde et des relations internationales. Il faut n'oublier pas que 45 à 49% des produits qui tournent dans l'économie mondiale viennent d'Afrique en termes de matières premières ou matières brutes. Donc l'Afrique est un acteur important et l'Afrique est un enjeu également du système international aujourd'hui. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Toutes ces puissances, qu'elles soient de l'Est ou de l'Ouest, font des yeux doux à l'Afrique. Parce que c'est quand même 1,3 milliard d'habitants, d'une part, 30 millions de kilomètres carrés de surface qui recèlent d'énormes richesses. Donc, si quelqu'un vous dit que l'Afrique n'est pas importante dans son jeu, dans ses équations, je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Très bien. Professeur, comment analyser donc le refus de plusieurs pays africains de prendre position dans le cas de ce conflit au Conseil de sécurité? Comme vous le savez en diplomatie, la neutralité, c'est une prise de position claire. L'absence aussi lors du vote est un message clair. Ce que vous dites, c'est que les Africains n'ont pas refusé de prendre position. Non, les Africains ont bel et bien exprimé leur position, mais ils l'ont exprimé de leur manière, avec les moyens qu'ils ont et avec le statut international qu'ils ont. Je suggère qu'on prenne les abstentions comme les absences, comme en fait des votes qui sont plutôt davantage vers la Russie que pour le camp occidental. On constate, professeur, dans les commentaires, dans les analyses, dans les médias et aussi dans la rue, que les Africains semblent avoir une position plutôt favorable à la Russie, contrairement à l'Occident. Comment analyser cela? Bon, je dirais que ceci est globalement vrai, mais avec une grande réserve. Il faut que les Africains ne tombent pas dans l'autre piège, qui est de se jeter dans les bras de quelqu'un qui risque de les opprimer davantage encore. Il faut que les Africains puissent utiliser l'outil qui peut les aider à mieux faire valoir leur point de vue et leurs intérêts, tout en s'assurant de ne pas tomber dans le piège de la domination nouvelle. Et je crois que c'est ça l'équilibre qu'il faut savoir actionner et en fait travailler pour son autonomisation. Les Africains aujourd'hui doivent travailler pour autonomiser leur destin, maîtriser davantage leurs intérêts et faire en sorte que ceux-ci soient primordiaux dans les échanges qu'ils ont avec les uns et les autres. En d'autres termes, ce que vous dites, c'est que le risque de passer d'un maître A à un maître B est c'est bien précisément réel. ce qu'il faut absolument éviter. Mais on peut utiliser les circonstances actuelles à notre avantage. Nous devons donc déterminer pour nous-mêmes et par nous-mêmes quels avantages nous allons devoir défendre. Voilà. Professeur, il y a une unité qui a été affichée par le bloc, entre guillemets, occidental contre la Russie. C'est presque inédit dans l'histoire des relations internationales, en tout cas récente. Les puissances occidentales qui multiplient des sanctions contre la Russie, des condamnations unanimes. Comment est-ce que la Russie a pu faire l'objet d'une telle levée de bouclier? Moi, je pense qu'on revient encore au cadrage d'avant novembre 1989, c'est-à-dire avant la chute du mur de Berlin. La fameuse guerre froide. Et la guerre froide. Je pense qu'on est en train graduellement de revenir à cela, sauf que le contexte est en train de changer complètement en termes de sa réalité. C'est l'impression qu'on a. Il ne s'agit pas de la Russie seulement, il s'agit de l'URSS ancienne, qui, dans la tête de Vladimir Poutine, est l'entité qu'il représente réellement, paradoxalement. Et il voit, lui, il y a des lectures différentes. Il y a la lecture de l'Occident, il y a la lecture de la Russie, il y a la lecture de la Chine, c'est-à-dire de l'Orient, mais aussi à la lecture des Africains. Et je pense que chacune des perspectives ne se ressemble pas. Et chacun défend son point de vue par rapport à ce qu'il perçoit comme ses intérêts à sauvegarder. Et c'est normal. Et je pense pour ma part que l'unité dont vous parlez, à mon avis, elle est de façade.
Parce que l'Allemagne, par exemple, qui dépend quand même à 47% du gaz russe, ne peut pas avoir la même nonchalance, la même distance, le même détachement que la France, par exemple, qui en dépend à 17%. Donc, il faut tenir compte de tous ces aléas pour comprendre les positionnements des uns et des autres. En fin de compte, et c'est ce que j'aimerais transmettre aux Africains, ce sont les intérêts de chacun qui déterminent sa posture. Nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'Africains, ne pas savoir ce que nous défendons et nous aligner automatiquement derrière telle ou telle puissance. Nous devons arrêter cela et nous devons déterminer nos intérêts de manière claire et les défendre. Sur la structure du combat même, en fait, sur le terrain militaire, on a l'impression, en écoutant les médias occidentaux, que la Russie est plutôt en difficulté et semble se resserrer davantage dans l'Est. Est-ce que davantage vous estimez que cette vision des choses serait conforme à la réalité? Les médias occidentaux ne peuvent que véhiculer ce message. Quand vous regardez Russia Today, là où ça n'a pas été interdit par l'Occident, le message et le récit des Russes est tout à fait différent. Donc, ils montrent plutôt une guerre qu'ils sont en train de gagner et qu'ils vont inévitablement gagner. Ça, c'est leur récit à eux. Donc, je pense que les camps ne peuvent pas donner des récits qui sont d'autoflagellation. Chacun donne le récit par rapport à sa perspective, mais aussi par rapport à ses espoirs. On va finir par là, professeur. Quelle issue pour ce conflit, et notamment pour l'Afrique? Je perçois ce moment comme un moment de basculement pour l'Afrique. L'Afrique, pour la première fois, ne s'est pas alignée de manière moutonnière, c'est-à-dire celle des personnes qui sont là pour soutenir la cause des autres. L'Afrique, pour la première fois, ne se considère pas vraiment dans ce conflit comme étant un protagoniste de premier plan. L'Afrique a l'occasion de pouvoir parler aux deux camps, c'est-à-dire et à l'Occident et à l'Orient, représenté par la Russie. L'Afrique peut être le pont entre les deux. Et l'Afrique peut aussi maintenant mettre ses cartes en avant. Parce qu'en fait, quand on regarde en dehors de la Russie qui a des réserves naturelles de minerais, ben les autres sont en grande difficulté. Et l'Afrique peut maintenant orchestrer un positionnement stratégique et tactique. Ça, c'est très important. Mais pour ça, il faut que nous nous retrouvions en conclave, ce que nous n'avons pas encore fait, pour déterminer quelles sont nos priorités et quels sont nos intérêts majeurs. Et ça, je crois que c'est la chose qu'il faut faire le plus rapidement pour pouvoir aller ensuite sur la scène internationale ayant des priorités et des scénarios A, B, C, au cas où. Et c'est comme un bloc de 54 États ou 55 États. Merci beaucoup, professeur Jean-Emmanuel Pondy, d'avoir été notre invité. Merci aussi à vous, à la maison, de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette édition du Journal de Vox Africa.